Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Delequin, chargée de recherche au CNRS à PACEA, à l'Université de Bordeaux. Elle est philosophe des sciences, spécialiste d'épistémologie de la paléanthropologie. Ses travaux portent sur les critères d'interprétation des fossiles et sur les critères de définition de l'humain à ses différents niveaux taxinomiques, à travers un questionnement sur la diversité humaine du passé, au croisement de la philosophie de la biologie et de l'anthropologie philosophique. Elle nous fait l'honneur de présenter ses travaux dans une présentation intitulée « Fossiles, méthodes et théories dans la paléanthropologie. Peut-on échapper à la sous-détermination et si oui, comment ?» Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs du séminaire pour leur invitation. Alors, je vais commencer par resituer mon exposé aujourd'hui dans le contexte de mes travaux de recherche. En effet, la présentation que je vous propose aujourd'hui se trouve à l'intersection de deux types de travaux. D'une part, le travail que je mène sur la philosophie de la paléoanthropologie et le travail sur l'émergence de cette branche de la philosophie de la biologie que nous avons caractérisée avec mes collègues dans un article qui présente les grandes lignes directrices de ce que nous concevons comme la philosophie de la paléoanthropologie, avec deux axes de réflexion principaux. D'une part, réfléchir au statut épistémique de la paléoanthropologie, et notamment aux stratégies inférentielles, au type d'inférence que les paléoanthropologues font pour interpréter les vestiges fossiles. Et puis, d'autre part, la dimension anthropologique de la paléoanthropologie, puisque cette discipline, fondamentalement ancrée dans la biologie, réfléchit également à ce que signifie être et devenir humain. L'autre aspect de mes recherches auquel s'articule la présentation d'aujourd'hui, c'est le travail de philosophie des sciences que je conduis avec mes collègues paléoanthropologues à Bordeaux, puisque j'ai la chance de pouvoir faire de la philosophie des sciences dans un laboratoire de paléoanthropologie et de préhistoire. Et donc la présentation que je vous propose aujourd'hui est la version orientée philosophie des sciences d'un article que nous avons préparé avec mes collègues et qui s'intitule Explorer le développement dans l'évolution humaine, spécificités, défis et opportunités. Alors quand on réfléchit au travail des paléoanthropologues, qui consiste à partir de vestiges fossiles pour construire un ensemble d'inférences afin de conférer à ces fossiles une signification fonctionnelle, taxinomique, phylogénétique, et donc de partir de ces données rares, on va revenir sur cette notion-là, mais de données premières relativement rares pour attribuer un ensemble de significations qui concernent en outre des caractéristiques souvent considérées comme uniquement humaines. La notion de sous-détermination arrive assez vite dans la réflexion qu'on peut avoir sur cette science qu'est la paléoanthropologie. Donc la sous-détermination, si on la définit comme la relation qui existe entre un ensemble d'hypothèses et un ensemble de données dont on dispose à un instant T, cette notion de sous-détermination, si elle s'impose assez vite dans une réflexion philosophique, elle est aussi au cœur de la réflexion qu'ont les paléoanthropologues sur leur propre discipline.
Je donne à titre d'exemple ces deux articles qui se répondent. Donc le premier, est-ce que nous posons des questions auxquelles nous pouvons répondre? Un article qui défend l'idée que la paléoanthropologie est exposée de manière extrême au problème de la sous-détermination, dans la mesure où cette discipline s'emploie à fournir une explication d'événements historiques uniques, et que pour cette raison, elle est vraiment exposée à une forme de sous-détermination indépassable qui doit conduire les paléoanthropologues à déterminer les limites des questions qu'ils peuvent poser et auxquelles ils peuvent répondre. Et puis, en réponse à cette vision pessimiste, entre guillemets, une autre forme de réflexion sur la sous-détermination dans la paléoanthropologie, donc cet article qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, sur donc, la crédibilité scientifique de la paléoanthropologie, et qui, au contraire, explique que la paléoanthropologie, avec ses problématiques spécifiques, mais comme toute autre discipline scientifique, procède en opposant à des hypothèses existantes des hypothèses alternatives, différentes, que les paléoanthropologues vont s'efforcer de tester en apportant de nouvelles données. Ça peut être des données fossiles ou ça peut être des données supplémentaires acquises à partir de vestiges fossiles, donc en apportant plus de données et en utilisant des méthodes nouvelles pour acquérir ces données. Donc, la sous-détermination n'est pas un problème qui serait artificiellement importé dans la paléoanthropologie par les philosophes des sciences, c'est bien une question que les paléoanthropologues se posent, et c'est aussi une question clé dans la philosophie des paléosciences, puisque dans une certaine mesure, la réflexion qu'on propose ici sur la paléoanthropologie pourrait être étendue à toutes les disciplines qui prennent pour objet l'évolution des espèces éteintes. Alors si on essaye de préciser un peu cette notion de sous-détermination dans les paléosciences, on peut distinguer deux formes de sous-détermination dans la science. Une forme globale de sous-détermination à laquelle serait exposée toute science, donc une sous-détermination de principe, puisque n'importe quelle hypothèse scientifique peut avoir des concurrents, des hypothèses concurrentes, rivales, qui seraient aussi pertinentes au regard des faits que l'on connaît. Au-delà de donc, cette forme globale de sous-détermination, on peut distinguer une forme locale de sous-détermination qui ne concernerait plus toutes les sciences, quelles qu'elles soient, mais certaines sciences. Des sciences pour lesquelles les données dont on dispose sont insuffisantes pour déterminer quelle hypothèse devrait être préférée. Et donc c'est bien dans ce cas que se situe la paléoanthropologie. La paléoanthropologie serait donc exposée à une forme locale de sous-détermination en raison des données extrêmement limitées dont les paléoanthropologues disposent au regard des inférences et des hypothèses parfois extrêmement ambitieuses qu'ils proposent. Cette sous-détermination locale, on peut encore la voir de deux manières différentes, en distinguant une approche pessimiste et une approche plus optimiste. L'approche pessimiste consiste à considérer que cette sous-détermination, elle est indépassable, elle est inéluctable,
puisque les données du registre fossile sont rares, incomplètes, et de plus, elles se dégradent au cours du temps. Elles ne cessent de se détériorer, les vestiges fossiles se déforment, se fragmentent, s'émiettent au cours du temps. Et donc, les données paléontologiques seraient insuffisantes pour décider entre des interprétations rivales. Mais une approche plus optimiste consiste à considérer que cette sous-détermination à laquelle est exposée la paléanthropologie n'est que transitoire. En fait, c'est une situation à laquelle effectivement les paléoanthropologues sont confrontés, mais qu'ils s'efforcent de surmonter, et c'est même le cœur et le sens même de leur démarche scientifique. Dans cette approche, Adrienne Curie propose de redéfinir la notion, enfin pas de redéfinir la notion de sous-détermination, mais plutôt de substituer à la notion de sous-détermination la notion de rareté épistémique, qui d'après lui caractérise beaucoup mieux la réalité des contraintes et de la dynamique qui est celle des paléontologues. Cette situation de rareté épistémique met l'accent sur la capacité des paléontologues à exploiter toutes les ressources et toutes les stratégies disponibles pour générer de nouvelles données. Oui, certes, on n'a pas beaucoup de données, mais on va, par différents moyens que nous allons préciser, pouvoir générer de nouvelles données et donc finir par surmonter cette sous-détermination. Donc, la sous-détermination à laquelle la paléoanthropologie est exposée, comment est-ce qu'on peut espérer la surmonter? La première réponse, celle qui revient la plus souvent, c'est pour ça, on a besoin de plus de fossiles. Est-ce que c'est tout? Non, on a aussi besoin d'avancées méthodologiques. On a besoin d'exploiter les ressources technologiques et analytiques extrêmement variées et extrêmement puissantes qui sont à la disposition des paléoanthropologues. Mais qu'est-ce qu'il en est de la théorie? En fait, c'est cette question que j'aimerais explorer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de la théorie? Et est-ce que la théorie a un rôle à jouer pour surmonter cette sous-détermination à laquelle est exposée la paléoanthropologie? Je cite ici donc le paléoanthropologue David Degling qui revient sur cette plainte qu'on a besoin de plus de fossiles qui, c'est vrai, revient de manière quasiment systématique dans n'importe quelle conclusion de n'importe quel article de paléoanthropologie. Dans la conclusion, c'est effectivement une sorte de caveat qui permet de nuancer ou de prendre une précaution par rapport aux conclusions qui sont présentées dans l'article. On propose ces conclusions, mais seules les découvertes fossiles du futur permettront de valider ou d'invalider les hypothèses qui sont proposées dans cet article. Et Degling s'interroge, le paradoxe, c'est que le registre fossile s'est considérablement étoffé au cours des dernières années. Et pourtant, en dépit de ce fait, nous ne sommes pas vraiment capables de mieux discerner entre les forces sélectives qui ont guidé l'adaptation des hominines. Notre interprétation ne s'est pas améliorée au même rythme ou dans la même mesure que le registre fossile s'est étoffé. Donc cette question de savoir dans quelle mesure une meilleure théorie ou davantage d'engagement avec la théorie biologique dans la paléoanthropologie peut nous aider à surmonter la sous-détermination, je voudrais la poser à partir d'un cas d'étude qui me semble être un cas d'étude paradigmatique pour aborder cette question de la sous-détermination.
et qui porte sur la question du développement dans l'évolution humaine. Donc, comprendre le développement dans l'évolution humaine, c'est un défi tout particulièrement poussé, dans la mesure où les données, de manière générale, on a relativement peu de données fossiles. Mais les données qui concernent des fossiles de non-adultes sont particulièrement encore plus rares, incomplètes et dégradées que les fossiles d'hominines adultes. Notamment parce que les os, les ossements fossiles de ces enfants, de ces nouveau-nés, de ces enfants ou de ces jeunes hominines sont encore plus fragiles que ceux des adultes. C'est aussi un domaine, on en verra des exemples précis, dans lequel on a eu des avancées méthodologiques remarquables qui ont permis d'avoir accès à davantage de données et d'extraire, par exemple, d'une dent d'enfant néandertalien des informations relatives, par exemple, à l'âge auquel cet enfant a été sevré. Néanmoins, les implications théoriques de ces connaissances beaucoup plus fines et beaucoup plus poussées que les paléoanthropologues ont actuellement sur le développement des hominines, ces implications théoriques restent à clarifier. Est-ce que toutes ces connaissances dont on dispose actuellement sur le développement des hominines nous conduit à réviser le cadre théorique général qui est employé par les paléoanthropologues? En fait, il y a plusieurs manières de comprendre de quoi on parle quand on parle ici de théorie. Est-ce qu'on parle du cadre théorique général? Est-ce qu'on parle de la nécessité d'expliciter ou de rendre plus robustes des théories intermédiaires qui sont utilisées pour connecter les traces matérielles dont on dispose et le passé évolutionnaire que ces traces reflètent? Ou bien est-ce qu'on a besoin de reconsidérer nos attentes et nos présupposés concernant l'information, le type d'information qu'on peut trouver dans ces fossiles? Alors, pour bien comprendre la particularité du développement tel qu'il est abordé par les paléoanthropologues, il est utile de confronter la vision du développement chez les paléoanthropologues à celle qui est développée dans le cadre de la biologie du développement. Les biologistes du développement, quand ils s'intéressent au développement, ils s'appuient sur des données moléculaires et cellulaires. Les paléoanthropologues n'en ont pas. Les paléoanthropologues, ils s'appuient sur des os et des dents. Les biologistes du développement s'intéressent avant tout au développement de l'embryon. Celui-ci est inaccessible aux paléoanthropologues. Le développement pour les paléoanthropologues, c'est principalement ce qui concerne la croissance périnatale, donc autour de la naissance, parce qu'il est parfois difficile de savoir si un très jeune est né ou pas, donc on parle de périnataux. Donc le développement pour les paléoanthropologues, c'est avant tout la croissance périnatale et postnatale. Et puis les biologistes du développement, ils ont à leur disposition des séries morphologiques pour étudier le développement. Les paléoanthropologues n'ont aucune série morphologique. Ils n'ont que des instantanés de trajectoires individuelles à différents stades du développement qu'ils vont utiliser pour reconstruire une série développementale, mais une série qui est, dans une certaine mesure, virtuelle ou fictive. On reviendra sur cette problématique. Alors, je détaille un petit peu plus les limitations qui pèsent sur la connaissance du développement qui est celle des paléoanthropologues. Donc, tout d'abord, on l'a dit, c'est vrai de la paléoanthropologie, de l'étude de l'évolution des hominines de manière générale, mais ça l'est a fortiori
pour l'étude du développement des hominines, les paléoanthropologues ne peuvent s'appuyer que sur des échantillons de petite taille, sur des restes partiels dont la préservation est hétérogène. Certains spécimens sont relativement bien préservés, d'autres sont très mal préservés, ont été déformés à l'extrême, comme ce crâne juvénile d'Homo sapiens qui a été découvert en Israël et qui a été surnommé la Pita du fait de l'écrasement extrême de ce reste fossile. Donc on voit ici donc une vue latérale de ce crâne donc, qui a véritablement été compressé. Donc, ça complique évidemment beaucoup la tâche. Autre limitation, le fait que les séries développementales sont construites, les paléoanthropologues les construisent à partir de plusieurs spécimens qui sont pris à différentes étapes ontogénétiques. Donc, différents spécimens du même taxon, mais on n'a pas toutes les classes d'âge. On a seulement certaines étapes du développement, ce qui pose évidemment plusieurs problèmes. D'abord, plusieurs spécimens du même taxon. Encore faut-il être sûr et certain qu'on a bien des individus qui appartiennent effectivement au même taxon. On peut avoir des décalages. Bon, admettons que ces individus appartiennent effectivement au même taxon. On peut avoir des décalages importants dans la chronologie, des écarts de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d'années entre des spécimens qui vont en outre représenter des stades ontogéniques ou des classes d'âge parfois très éloignées. Et on n'aura pas toutes les classes d'âge. Et puis, ce ne sont pas nécessairement les mêmes parties de l'anatomie qui vont être représentées. Donc, on voit que la reconstruction de ces séries développementales doit être abordée en ayant à l'esprit toutes ces difficultés. Enfin, la représentativité de ces spécimens fossiles doit également être questionnée. Il s'agit, on l'a dit, d'instantanés dans la trajectoire développementale d'individus qui sont décédés. Or, ces individus sont décédés parfois à des âges, ils sont décédés très jeunes, et on ne sait pas s'ils souffraient ou non d'une pathologie ou d'une maladie qui a pu éventuellement affecter ou non leur développement. Alors, une fois qu'on a dressé la liste de toutes ces limitations, est-ce que donc il faut en conclure que les hypothèses des paléoanthropologues sur le développement des hominines sont sous-déterminées par cette évidence très limitée qu'on vient de décrire? À mon avis, la réponse que je vais en tout cas défendre, c'est que non, on n'est pas condamné à la sous-détermination. Pourquoi ? Une première réponse, c'est, selon l'expression d'Adrienne Curie, que les paléontologues sont des omnivores méthodologiques. Du fait de cette situation de rareté épistémique dans laquelle ils se trouvent, eh bien, ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent pour générer plus de données, pour produire plus de connaissances. Je pense aussi, c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, que les paléoanthropologues font preuve, ou en tout cas ne devraient pas hésiter à faire preuve d'opportunisme théorique, et donc de se confronter aussi avec le maximum de théories biologiques, engager le dialogue avec les débats théoriques qui ont lieu dans la biologie de l'évolution. Alors, juste, je fais une petite parenthèse. Opportunisme théorique.
ça ne veut pas du tout dire pour moi que ce serait une sorte d'anarchisme méthodologique à la Feyerabend et que tout serait bon. Non, au contraire, il faut discriminer, mais en tout cas, l'idée, c'est d'engager le dialogue le plus possible avec la théorie biologique. Alors, donc, tout d'abord, une première manière, donc ça on va dire, ça relève du côté omnivore méthodologique. Une première manière de se battre avec cette sous-détermination pour les paléanthropologues, c'est de faire appel à une pluralité de cadres méthodologiques et conceptuels pour aborder le développement dans la paléanthropologie. Les paléanthropologues vont utiliser des concepts qui sont issus de la paléontologie. Donc, par exemple, la notion d'allométrie, c'est-à-dire l'étude de la covariation entre les changements de taille et les changements de forme. Le concept d'hétérochronie, donc les différences, les décalages dans le rythme et la durée qui peut exister dans le développement de différentes espèces, avec parfois un développement qu'on qualifiera de retardé ou bien d'accéléré. Ou encore la modularité, c'est-à-dire l'ensemble, le fait qu'on a un ensemble de traits qui vont fonctionner conjointement, qui vont avoir une origine fonctionnelle ou développementale commune. Les paléanthropologues font aussi appel à un cadre de travail qui est celui de l'oxologie. Alors une discipline peu connue, mais l'oxologie, c'est l'étude scientifique de la croissance, donc avant tout de la croissance dans les populations humaines actuelles, qui vont permettre de finalement générer une base de données sur l'actuel qui nous manque précisément pour le passé et qu'on va pouvoir utiliser par inférence. Les paléanthropologues réfléchissent également au développement des hominines en termes de traits d'histoire de vie. Donc ils s'intéressent à ces grands jalons qui marquent le développement de l'individu avec donc par exemple la taille moyenne des individus à la naissance, leur âge à la première reproduction, ou bien encore l'âge du sevrage. Et donc, par exemple, aujourd'hui, l'analyse biochimique de la microstructure de la dent permet, donc par l'étude des isotopes, de déterminer l'âge auquel, par exemple, un enfant néandertalien a pu être sevré. Enfin, les paléanthropologues se sont aussi intéressés au cadre de l'évo-dévo et ont, pour certains d'entre eux, donc théorisé ce que serait une paléoanthropologie évo-dévo en s'intéressant à l'évolution du développement et en identifiant donc, des traits ontogénétiques propres à différents taxons et donc comparer d'un taxon d'hominine à l'autre la manière dont le développement a évolué. Les paléoanthropologues ont en outre des stratégies méthodologiques variées pour dépasser ces limitations. Donc là, on est plus sur le versant technologique et analytique qui permet d'extraire de nouvelles informations à partir des spécimens fossiles dont on dispose. Donc le seul espoir, ce n'est pas de découvrir plus de fossiles, c'est aussi d'être capable d'extraire plus d'informations à partir des fossiles dont on dispose. Donc, je donne par exemple ici l'exemple de la ligne néonatale, donc, qui est une ligne dans la dent qui
correspond au moment de la naissance. Et donc cette ligne, elle est extrêmement intéressante quand on s'intéresse au développement des hominines, parce qu'elle va permettre de déterminer l'âge calendaire du spécimen fossile qu'on a en face de nous. Puisque à partir de cette ligne néonatale qui marque le jour de la naissance, on va pouvoir compter le nombre de lignes qui se seront ensuite déposées au fur et à mesure du développement de la dent, et donc mesurer le nombre de jours qu'a vécu cet individu. Alors auparavant, pour analyser l'intérieur d'une dent, comment est-ce qu'on faisait? On découpait la dent. Donc ça permettait d'avoir beaucoup d'informations, mais c'était une méthode évidemment très destructrice pour la dent. Aujourd'hui, on a des technologies très avancées, comme par exemple l'imagerie synchrotron, qui va permettre d'avoir accès à la microstructure du tissu dentaire sans détruire le spécimen. On a également, les paléanthropologues développent également des stratégies qui permettent de compenser les données manquantes. Par exemple, ils vont simuler des trajectoires ontogénétiques à partir des éléments dont ils disposent, même si donc, cette trajectoire, elle n'est pas réellement observée, mais elle est simulée informatiquement. Et puis enfin, les paléanthropologues s'efforcent de produire de nouvelles données, notamment par l'étude de cohortes modernes qui vont apporter toute cette masse de données qu'on n'a pas à notre disposition pour le passé. Donc des avancées méthodologiques, indéniablement, il y en a beaucoup et elles sont spectaculaires, mais quelles en sont les implications théoriques ? Cette compréhension, cette amélioration de la compréhension des processus développementaux dans l'évolution humaine, on peut s'attendre à ce qu'elle ait un impact important sur la manière dont on va interpréter la variation phénotypique chez les hominines. En effet, si on a plus de données, on ne s'attend pas seulement à ce qu'avec plus de données, on dépasse la sous-détermination, mais aussi qu'en ayant à notre disposition plus de données, on soit capable de discriminer entre des interprétations alternatives. Mais avoir plus de données à notre disposition, en fait, ça ne va pas seulement permettre de trancher de manière définitive entre des hypothèses qu'on pouvait considérer comme concurrentes. Ça va aussi conduire à générer de nouvelles hypothèses, de nouvelles interprétations alternatives. Et donc, en fin de compte, le fait d'avoir plus de données va faire qu'on va avoir besoin de davantage de théories pour étayer ces interprétations alternatives qui ont été générées par ces données supplémentaires. Donc l'idée, c'est qu'en ayant plus de données, on ne va pas refermer de manière définitive une rivalité entre plusieurs hypothèses, mais on va créer de nouvelles hypothèses, avoir besoin de plus de théories. C'est ce que j'essaye de figurer ici. Donc il ne s'agit pas d'un cercle vicieux, mais donc, l'idée, ce n'est pas du tout de mettre en évidence une circularité dans le raisonnement scientifique, mais la dynamique du raisonnement scientifique qui est produit par les paléoanthropologues. On a de plus en plus de données. Ces données, elles vont susciter, elles vont nourrir des interprétations du registre fossile. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est qu'une interprétation ici? Interpréter le registre fossile, c'est inférer à partir des données dont on dispose la signification de la variation phénotypique qu'on observe dans le registre fossile. Mais donc, ces données génèrent des interprétations. Ces interprétations génèrent à leur tour le besoin de plus de théories.
précisons ce qu'on entend ici par théorie. On peut au moins entendre deux choses. Soit la théorie, elle désigne d'une part ces théories intermédiaires qui vont permettre de préciser, de contraindre les inférences causales qu'on établit entre les traces matérielles dont on dispose et puis les processus du passé dont on pense qu'ils sont la cause du fossile tel qu'on l'observe avec ses caractéristiques. Mais la théorie, ça peut être aussi la théorie générale qui permet de fonder les explications qu'on propose de cette variation phénotypique. Alors, je voudrais, pour illustrer cette dynamique, prendre un cas qui me paraît illustrer cette idée d'opportunisme théorique et qui concerne l'intérêt que les paléoanthropologues ont porté, un petit peu tardivement peut-être, mais ils l'ont fait, à la synthèse évolutionnaire étendue, à laquelle 2 numéros spéciaux ont été consacrés récemment dans 2 revues de référence pour la communauté des paléoanthropologues. Alors, je voudrais préciser ici que mon but aujourd'hui n'est absolument pas de discuter la signification ou la pertinence de la synthèse évolutionnaire étendue pour elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est de le prendre comme un exemple d'engagement avec la théorie et de regarder quelle peut être la contribution de cette théorie biologique dans la paléoanthropologie et sa pertinence pour faire face aux défis posés par la rareté épistémique. Alors il faut noter que lorsqu'ils se sont intéressés à la synthèse évolutionnaire étendue, les paléoanthropologues se sont principalement intéressés aux aspects comportementaux et culturels qui sont discutés dans ce cadre. C'est-à-dire que les thématiques principales ont tout de même été les notions de coévolution gène-culture et de construction de niches. Moins d'attention a été portée aux aspects physiologiques et squeletto, disons, relatifs au squelette du développement, qui sont ceux qui m'intéressent de manière prioritaire. Le développement tel qu'on peut le retracer à partir des restes d'os et de dents qu'on a à notre disposition. Alors, pourquoi est-ce que les paléoanthropologues se sont intéressés à la synthèse étendue ? À mon avis, la raison principale, c'est que ça leur permettait de s'affranchir ou de discuter des limites pointées depuis longtemps dans la discipline de la synthèse moderne, donc vraiment qui reste un cadre théorique majeur dans la paléoanthropologie. Alors, je donne ici des caractéristiques évidemment grossières et incomplètes. Ça peut sembler un peu caricatural, mais je voudrais pointer uniquement les points les plus saillants qui sont susceptibles d'intéresser les paléoanthropologues. On peut dire que ce qui se joue sommairement entre ces 2 cadres théoriques, si on regarde l'aspect vraiment relevant de la théorie biologique, c'est qu'on a d'une part un cadre qui qui affirme le primat de la sélection naturelle, et un autre qui met en avant l'impact des processus développementaux sur l'évolution. Si on traduit en quelque sorte la manière dont ces 2 cadres théoriques vont s'exprimer et retentir dans la paléoanthropologie, on pourrait dire que d'une part, le cadre de la synthèse moderne a conduit les paléoanthropologues à considérer que
toutes les différences phénotypiques sont adaptatives et qu'elles résultent de la sélection naturelle qui agit sur de la variation génétique sous-jacente. Au contraire, le cadre de la synthèse étendue permet aux paléanthropologues de considérer l'éventualité que des différences phénotypiques puissent aussi, et dans certains cas, être générées par une plasticité phénotypique en réponse à un stress environnemental au cours de la croissance et du développement. Alors, je voudrais prendre un exemple d'une caractéristique qui intéresse les paléanthropologues et qu'on peut voir de deux manières différentes selon qu'on se réfère à un cadre théorique ou à l'autre. Cet exemple, c'est celui de l'adaptation fonctionnelle, qui est associée à la loi de Wolff et à la fin du XIXe siècle, et qui se réfère à la manière dont l'os change dans sa structure externe et interne au cours de la vie de l'individu en réponse aux charges mécaniques qui vont s'exercer sur lui. Cette notion d'adaptation fonctionnelle, donc ici, c'est un sens tout à fait particulier, un petit peu étrange de ce que c'est qu'une adaptation. L'adaptation fonctionnelle permet notamment de comprendre la manière dont les tissus osseux corticaux et trabéculaires, alors je fais un petit saut à la diapo suivante pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc l'os cortical et trabéculaire, ce sont des caractéristiques internes de l'os. Donc c'est pas la forme externe de l'os, ce sont ses caractéristiques internes. Donc l'os cortical, on pourrait dire en quelque sorte que c'est l'écorce de l'os, et l'os trabéculaire, mais c'est ce réseau interne à l'os, qui est en fait extrêmement instructif sur ce qui s'est passé au cours de la vie de l'individu, puisque ces tissus sont susceptibles de se modeler et de se remodeler pour s'ajuster aux charges mécaniques qui s'exercent sur l'os et qui conduisent à des modifications à la fois dans la forme extérieure de l'os, mais aussi dans sa structure, dans son architecture interne. Et ce qui est intéressant, c'est que de manière habituelle, l'étude des modifications ontogénétiques de ces propriétés corticales et ou trabéculaires, pourquoi est-ce que les paléanthropologues s'y intéressent ? Parce qu'ils les utilisent pour faire des inférences fonctionnelles. C'est-à-dire, par exemple, puisque ce sont des caractéristiques qui nous renseignent sur ce qui s'est réellement passé au cours de la vie de l'individu, en lien avec le comportement effectivement pratiqué par cet individu dans un environnement donné. Ce sont par exemple des caractéristiques très précieuses pour inférer les habitudes locomotrices des hominines du passé. Mais dans cette approche habituelle de l'adaptation fonctionnelle, cette interprétation repose sur une dichotomie entre le signal fonctionnel qui va nous être transmis par certaines caractéristiques de l'os, par opposition à un signal développemental, qui lui va être vu comme une empreinte génétique. Ce qui est développemental, c'est ce qui est donné à la naissance et ce qui ne bouge pas. Ce qui est fonctionnel, au contraire, c'est cette plasticité qui va pouvoir se produire au cours de la vie de l'individu. Alors, si on garde à l'esprit ces deux cadres théoriques différents qu'on a évoqués précédemment, et avec l'idée de se demander qu'est-ce que l'intérêt porté à la synthèse évolutionnaire étendue peut apporter aux anthropologues dans leur manière d'interpréter le développement des hominines. On voit qu'on a ici
deux interprétations différentes de la morphologie et de l'évolution des hominines. D'une part, donc, c'est ce que je viens d'exposer, la notion d'adaptation fonctionnelle qui qui repose sur cette dichotomie entre un signal fonctionnel ou comportemental et puis un signal développemental, qu'on va pouvoir discerner dans les propriétés du spécimen fossile. Ces propriétés internes de l'os, donc souvent des propriétés biomécaniques, vont être extrêmement informatives sur le comportement de l'individu, on l'a expliqué, mais on considérera que du point de vue de l'évolution, cette plasticité-là représente du bruit. Elle ne nous apprend absolument rien ni sur le développement, ni sur l'évolution de ces hominines. Mais on peut considérer qu'il y a une autre manière de regarder ces caractéristiques qu'on aborde habituellement par le prisme de l'adaptation fonctionnelle. On peut considérer qu'on a là un exemple de plasticité phénotypique, puisqu'il s'agit bien d'une réaction face à des contraintes environnementales qui résultent dans un changement de forme, etc., que cette plasticité phénotypique peut, dans certains cas, être interprétée comme produisant une plasticité développementale, donc engageant un ensemble de réponses plastiques qui impliquent des modifications irréversibles dans la croissance et le développement, une plasticité développementale qui pourrait, comme le suggère la synthèse étendue, ouvrir la voie à un processus ultérieur de sélection génétique. Alors on pourrait dire que c'est très tentant sur le plan théorique, cette interprétation alternative. Mais aussitôt, le réalisme ou peut-être le pessimisme nous rattrape et on se dit, oui, mais est-ce que là, on n'est pas en train de revenir de manière encore plus prononcée à la sous-détermination qu'on essayait précisément de dépasser? Puisque le fait d'ajouter des hypothèses alternatives va exacerber cette sous-détermination, en particulier quand tester ces hypothèses alternatives à partir du registre fossile va s'avérer extrêmement délicat. Et indéniablement, c'est le cas pour les hypothèses qui sont issues de la synthèse étendue. Comment, si on garde à l'esprit toutes les limitations qu'on a évoquées, on va pouvoir déterminer dans quel cas est-ce qu'on a affaire à une plasticité développementale et non à un phénomène d'adaptation fonctionnelle. Néanmoins, je pense que le but, encore une fois, n'est pas d'identifier de manière définitive une seule explication qui serait valable pour toutes les variations phénotypiques qu'on peut observer dans le registre fossile au cours de l'ontogénie. Le but, c'est plutôt de démontrer que le cadre théorique dominant est peut-être insuffisamment contraignant et que d'autres explications possibles doivent être considérées. Le but, ce n'est pas forcément d'élire une autre théorie, mais au moins de questionner la théorie dominante qu'on utilise et nos attentes théoriques à l'égard du registre fossile. J'ai quasiment terminé. Le défi, évidemment, étant donné ses limitations et ses difficultés, c'est de rendre opérationnel cet engagement avec la théorie. Oui, de manière abstraite et spéculative, c'est très beau de s'engager avec le plus de théories biologiques possible, mais comment le faire concrètement? Peut-être qu'un cadre pertinent ici serait celui de Data Journey proposé par Sabina Leonelli. Donc l'idée qu'on a un voyage des données
qu'on a une multiplicité de données et que celles-ci se déplacent dans des contextes différents et dans des champs disciplinaires différents, ce serait peut-être un cadre intéressant pour aborder ces données paléoanthropologiques, précisément puisque dans la manière dont Leonelli développe cette notion, l'idée est bien aussi de dépasser l'opposition entre une science guidée par les hypothèses et une science guidée par les données. Et on aimerait bien aussi sortir de ce débat-là s'agissant de la paléoanthropologie, pour montrer que les deux sont imbriqués finalement. Ce cadre paraît pertinent ici, puisque l'idée c'est de passer, à l'aide de la théorie, d'un cadre méthodologique à l'autre. Si on reprend cet exemple de l'adaptation fonctionnelle, il s'agit de voir ce que ça implique de passer d'un cadre qui est au départ le cadre de la biomécanique, l'étude des propriétés biomécaniques de l'os fossile, à un cadre totalement différent qui est celui de la biologie de l'évolution et du développement. Ce cadre me paraît également pertinent parce qu'il permet de questionner nos attentes théoriques. Par exemple, de questionner cette dichotomie entre une signification fonctionnelle ou bien une signification développementale de la morphologie de l'os pour envisager une potentielle connexion entre la fonction et le développement et pour considérer la manière dont les caractéristiques fonctionnelles qui se traduisent par de la variation phénotypique vont pouvoir, dans certains cas, nous indiquer, être rattachés à des processus développementaux qui peuvent avoir un impact, contribuer à l'histoire évolutionnaire des hominines. Donc j'en viens maintenant à mes conclusions. Donc, tout d'abord, pour surmonter la sous-détermination, on a besoin de plus de données qui sont fondées sur des ressources méthodologiques et technologiques, mais aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, de plus de théories. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a besoin de plus, de théories intermédiaires plus robustes ou plus explicites, qu'on utilise pour inférer à partir des traces de non-adultes dont on dispose à des conclusions sur le développement et l'évolution des hominines, mais aussi qu'on a besoin de plus de théories générales qui permettent de contraster avec les explications habituelles de la variation morphologique dans le registre fossile. Par exemple, de questionner l'idée que les traits morphologiques qu'on observe sur les fossiles relèvent nécessairement et dans tous les cas d'une adaptation génétique par sélection naturelle ou bien potentiellement, dans certains cas, d'une plasticité phénotypique et développementale. Enfin, le dernier point que j'aimerais souligner, c'est que la paléoanthropologie a, je crois, elle n'a pas seulement à emprunter et à recevoir d'autres disciplines de la biologie du développement, du cadre théorique général de la biologie de l'évolution et du développement, mais elle a aussi beaucoup à apporter, je crois, à la fois sur le plan empirique et théorique, à la compréhension biologique du développement, qui est irréductible à la seule génétique du développement, si on prend en considération cette compréhension à la fois très spécifique, mais très profonde du développement, qui est celle des paléoanthropologues. Et je vous remercie pour votre attention.